Qui aurait pu imaginer un jour que ce petit bout de chou qui se place innocemment dans la voiture de son père deviendrait champion du monde à au moins 2 reprises? En vérité, beaucoup de monde, car la blague facile qu'on a dû faire à Joss pendant des années, c'était de lui demander quand son fils arriverait en Formule 1, et il en a lui-même parlé avec Michael Schumacher dans une interview très célèbre. Mais sincèrement, vraiment, qui aurait pu imaginer une telle histoire? Aujourd'hui, ce gosse a 25 ans et fait partie des 17 multiples champions du monde de l'histoire de la Formule 1. Seuls 10 pilotes ont plus de titres que lui, et on ne parle pas de n'importe qui: Senna, Prost, Brabham, Stewart, Hamilton, Vettel, Fangio, Piquet et Lauda. Ce gosse, c'est Max Verstappen, et il est désormais double champion du monde. Bonjour à tous et bienvenue dans le 18e des prix de la saison, celui dans lequel le titre est officiellement attribué. C'est évidemment l'information de la journée. Malgré tout, le Grand Prix dans lequel ce moment historique s'est déroulé nécessite plusieurs moments de décryptage et on va devoir se poser des questions douloureuses, à commencer par: était-ce un Grand Prix de la honte? Pour répondre rapidement avant de développer, non pour ce qui est du drapeau rouge, mais oui pour ce qui est du tracteur. Le premier immense problème de ce 36e Grand Prix du Japon, on peut même parler d'un scandale, d'une goutte d'eau qui fait déborder un vase, c'est l'engin pour enlever la voiture de Sainz qui est sur la piste au 2e tour. Alors, réglementairement parlant, d'un point de vue purement strict, comme on l'avait dit pour Monza il y a un mois, la safety car suffit pour faire entrer un engin sur la piste. On a le droit. Cependant, comparé à Monza, la situation était beaucoup moins sûre. Il pleuvait énormément, la visibilité était quasi nulle, certains pilotes n'ont même pas vu l'engin. Les risques d'aquaplaning, eux, étaient immenses, un pilote avait justement fait une erreur à cet endroit-là. On n'était pas comme avec Ricciardo où c'était un problème technique qui l'avait immobilisé. En plus, on n'est plus dans la zone lente, on est dans une zone super rapide, de réaccélération à pleine charge. Le tracteur, lui, n'était pas à l'intérieur, il n'était pas à un endroit où il est impossible de se retrouver. Loin de là. Bref, rien ne va avec ce tracteur par rapport à Monza. En plus, les pilotes ont déjà évoqué ce point à de multiples reprises avec la direction de course, notamment Vettel ce week-end. Ils ne veulent plus d'engin sur la piste lorsqu'ils roulent. Engin égale drapeau rouge, c'est ce que les pilotes demandent. À Monza, j'avais déjà dit que j'étais pas contre le changement de cette règle, mais là, dans ces conditions-là, c'est juste du bon sens d'attendre ou de mettre un drapeau rouge pour faire sortir cet engin. Surtout qu'il n'y avait absolument aucune urgence à dégager la voiture de Sainz. Pourquoi est-ce qu'on s'est précipité alors que justement à Monza, on avait très bien pris notre temps? Et puis, faut aussi le dire, symboliquement, sur ce Grand Prix, sur ce circuit, on n'a pas le droit de faire une telle erreur. Que cet engin soit rentré à l'initiative des commissaires japonais ou de la direction de course de la FIA, finalement la gravité elle est la même, puisque la règle stipule que rien ne doit rentrer sur la piste sans l'accord de la direction. En plus, les commissaires se sont directement mis en danger. Bref, pas de débat, il n'y aurait pas dû y avoir un engin sur la piste dans ce 2e tour pendant que les voitures roulaient, avec ces conditions de course-là, à cet endroit-là, évidemment. Le problème, c'est que le règlement, il est trop flou et la direction de course, elle est trop perdue. Ça rend chaque événement complètement ingérable. Alors, après la course, vous l'avez suivi, Gasly a écopé de 20 secondes de pénalité, l'équivalent d'un drive-through, pour avoir roulé trop vite dans ces conditions sous le drapeau rouge. Alors, beaucoup râlent, disent que c'est un énorme scandale, mais, désolé de vous décevoir, je ne suis absolument pas de cet avis. En fait, faut pas tout confondre, on peut juger les deux événements de manière séparée. Oui, l'engin sur la piste était honteux, mais oui, aussi, Pierre Gasly a roulé trop vite sous le drapeau rouge et sous la safety car, des pointes à 250 km/h. Dans le règlement, le souci c'est qu'il n'y a pas vraiment marqué de vitesse exacte à respecter, seulement le mot ralentir qui est bien flou, et les commissaires l'ont pénalisé sur la base d'un article qui n'existe pas vraiment et qui n'a pas vraiment de rapport avec la vraie infraction de Gasly. Donc la manière est très mal faite, mais dans les faits, il a roulé trop vite, c'est peinard. Maintenant, par contre, ce que je vais surveiller très attentivement, c'est que la FIA ne s'arrête pas là et qu'elle soit capable de faire son autocritique. Pénaliser Gasly, oui, c'est réglementaire, mais attention à ne pas mettre toute la lumière sur Pierre, à se défausser sur lui et à dire que c'était la seule erreur de ce cas, de ce moment de la course. Parce qu'il y a une erreur antérieure à ça et plus grave.
Enfin bref, encore un immense cafouillage au moment d'annoncer, de sortir, de rentrer une safety car, de rentrer un drapeau rouge, de mettre les engins sur la piste. On voit ça quasiment à chaque week-end, j'ai l'impression. Ça me fait dire qu'il faut aussi peut-être mieux annoncer aux pilotes ce qu'il se passe en piste. Peut-être que le directeur de piste peut avoir une radio directement en lien avec le pilote et annoncer safety car dans 3, 2, 1. Je sais que ça se fait dans d'autres catégories. Voilà. Et on signale aussi qu'il y a des questions qui se posent sur Suzuka parce que l'endroit au tap signs, il revient sur la piste, donc il n'y a pas assez de dégagement. On a fait faire des travaux à Spa pour ça. Et puis il emporte avec lui un panneau publicitaire qui va rendre Gasly aveugle et qui va traîner au beau milieu de la piste. Tous les pilotes ont roulé dessus. Bref, c'est des sujets dont il va falloir discuter. Il y a toujours des progrès à faire en matière d'amélioration. On a vu un axe de progression. Il faut absolument l'exploiter pour rendre la Formule 1 encore plus sûre. Deuxième polémique à présent, le temps passé sous drapeau rouge. On a mis une éternité à relancer la course. Ça a remis un énorme coup de boost au débat comme quoi on ne sait plus rouler sous la pluie, que la direction de course et les pilotes manquent de courage, sont devenus frileux alors que dans le temps on savait rouler dans ces conditions. On dit aussi que ces temps d'attente c'est scandaleux, etc., etc. Mais bon, malheureusement, comme à Spa l'an dernier, je ne suis pas d'accord. Ma position, elle est assez simple, elle est assez bête, elle est assez basique, mais il faut la répéter parce que pour moi c'est la seule qui peut tenir. C'est de dire qu'à partir de certaines conditions météorologiques, on ne peut juste pas rouler en fait. Et du coup on ne peut rien faire, on a juste à attendre. C'est rageant, c'est frustrant, c'est long, c'est nul, c'est moche, c'est pas ce qu'on veut voir. Oui, mais c'est comme ça malheureusement, et personne ne peut être blâmé pour les conditions météo. Prenons le cas d'aujourd'hui. Le drapeau rouge il est sorti parce que, je cite, les conditions météo étaient en train d'empirer, et c'est vrai que quand je regarde les on-board des départs des pilotes, bah ouais, il y avait énormément d'eau et on ne voyait rien. C'est surtout ça le problème, la visibilité était nulle. Et en plus, il s'est mis à pleuvoir de plus en plus fort. Donc si je considère qu'au départ, on est déjà à la limite de ce qu'on peut faire en termes de conduire sous la pluie, et que ça devient encore plus fort, bah ouais, on dépasse la limite, donc je dis drapeau rouge. Et tant que ça s'améliore pas, bah on peut pas reconduire. Et ça s'est pas amélioré pendant 1h30 ou 2 heures, je sais plus. Maintenant, le vrai problème, c'est que ce curseur d'appréciation des conditions météorologiques, il est personnel, il est subjectif. On n'a donc par définition pas tous le même, et donc pas celui de la FIA. C'est pour ça que certains la jugent trop frileuse. Ils disent que le curseur, il est trop bas. Mais là, j'avoue que ce débat m'énerve un peu, et pendant toute la durée du drapeau rouge, j'ai vu des trucs avec lesquels j'étais vraiment pas d'accord. Quand on parle de la sécurité des pilotes et des conditions météo qu'on ne peut pas mesurer, nous, depuis notre canapé, eh bien on ne peut que s'en remettre à la FIA. On n'a pas le droit de dire « bah ça va, ils peuvent rouler là ». On n'en sait rien, et c'est pas nous qui sommes responsables en cas d'accident. À ce propos, pour ce qui est de prendre l'avis des pilotes pour relancer la course ou non, je ne suis pas vraiment d'accord. Selon leur position dans le peloton, déjà, ils voient pas tous la même chose, ils n'ont pas tous les mêmes conditions, et puis après, ils n'ont pas tous les mêmes intérêts à reprendre ou non. Donc je pense qu'on doit décider sans eux, leur avis n'est pas complètement objectif. Faut décider via un jugement extérieur qui ne se base que sur les conditions de piste. Donc je trouve assez insupportable la partie du public qui se permet de donner des leçons dans ce genre de cas à base de « mais ils devraient faire comme si, la FIA devrait relancer, ce sont les meilleurs pilotes du monde, ils n'ont qu'à freiner, ils ont peur ». Voilà. Le pire argument étant le « c'était mieux avant ». Ça marche jamais en règle générale, et encore moins en Formule 1. Il y a eu des drames justement dans ce genre de cas dans l'histoire, et les deux seuls exemples du combat de Jackie Stewart et de l'abandon de Lauda à Fuji en 1976 anéantissent cette pensée, à mon sens, je suis désolé. Alors oui, on est frustré, on voudrait qu'il roule, c'est nul, c'est moche, je suis le premier à ressentir ça, mais c'est pas un argument valable face à la sécurité des pilotes et à la condition météo de la piste. Et à mon sens, le fait qu'on ait fini par redémarrer cette course au moment où la pluie était enfin un petit peu calmée, bah ça montre qu'on peut, qu'on veut et qu'on sait rouler sous la pluie. Juste pas au-delà d'une certaine limite qui met les pilotes en danger. Allez, on passe enfin à ce qu'il s'est passé au niveau sportif sur la piste, il y a quand même des choses à dire, et en fait on a eu deux vraies courses hier. D'abord juste un départ, et puis environ 25 tours, arrêté par le chrono des 3 heures d'épreuve.
Le premier départ, arrêté, a été absolument fou. D'abord, on a Leclerc qui s'envole mieux que Verstappen, qui va prendre la P1, mais le néerlandais ne le laisse pas revenir au milieu de piste, juste ce qu'il faut pour obliger le monégasque à freiner, alors que lui peut emmener une vitesse folle par l'extérieur, une leçon sur comment rester devant malgré une mauvaise impulsion. On signale aussi une ribambelle de départ de grands malades, à commencer par Lance Stroll qui a littéralement inventé un espace entre le mur et les voitures. Il est passé de la 18e à la 11e position grâce à ça. Allez vous faire ce départ en vidéo, c'est d'une beauté absolue. On a aussi Schumacher qui met 2 roues dans l'herbe à gauche et qui gagne 6 places. Ricciardo qui remonte, ou encore Vettel, en vol de génie, passage sur la bande blanche à gauche, pas loin d'entrer dans le top 6. Et puis, il tourne complètement sur Alonso, il part en live. On est d'ailleurs passé pas loin du carton. Sincèrement, j'ai absolument rien compris à ce que Seb a fait. Personne l'a touché, il s'est totalement déporté. Les conditions aidaient pas, mais c'est vrai que l'extrait en on-board, il est assez lunaire. Plus loin, Alonso plonge sur Hamilton avant que le Britannique décroise, et puis là, boum, Carlos se sort. Il s'était décalé légèrement de la trajectoire pour essayer d'y voir quelque chose, et sa Ferrari lui a échappé. Et voilà qui vient tristement conclure un week-end gâché pour l'Espagnol, parce que sincèrement, il était plus à l'aise que Leclerc jusqu'à la Q3, où il a donc été battu au seul moment qui compte. Au départ, il perd la P3 au profit de Pérez, et puis quelques mètres plus loin, il est déjà dans le bac à gravier, se rappelant aux mauvais souvenirs de l'Australie et de son début de saison. Et en vrai, ça me fait mal pour lui parce que je sens qu'il est inconfortable dans cette voiture. Il n'arrive pas totalement à être à l'aise, il n'arrive pas à trouver totalement sa performance et il l'a dit lui-même, il a déclaré qu'il voulait bien finir la saison pour avoir un peu de momentum positif pour tenter d'attaquer 2023 au mieux. C'est jamais réjouissant et là, ça marchait bien, il se fait battre et il est dans le mur au bout de 100 mètres. C'est dur. On signale aussi le tête à queue de Guan Yu Zhou et l'abandon mécanique d'Albon, fuite d'eau suite à un contact au départ. La deuxième partie du Grand Prix, ça va être complètement l'inverse. Cette fois-ci, pas de départ, mais une course où la clé, ça aura été le moment des arrêts au stand. Alors la direction de course avait demandé à tout le monde de partir avec les pneus wet, ce qui sur le papier est une très bonne idée, mais ces pneus je crois vraiment qu'ils sont totalement pourris. La preuve c'est qu'au bout d'un tour dessus, t'as Vettel et t'as Latifi qui sont direct passés aux intermédiaires alors que pourtant l'eau a été très présente sur la piste. Norris et Bottas sont pareils après, mais ils ont déjà été doublés par Vettel et Latifi. Ça veut dire que l'undercut fonctionne et que les intermédiaires sont plus rapides. Du coup là, tout le monde plonge dans les stands, c'était fou. Tout le monde sauf Alonso car Alpine ne voulait pas faire un double arrêt et en vrai je suis plutôt d'accord avec eux parce que quand on voit celui de Mercedes ça a fait perdre beaucoup de temps à Russell et au final en restant en piste Alonso on n'a pas perdu plus et on a aussi Zhou et Schumacher qui restent mais eux c'est parce qu'ils tentent un coup. À la régulière ils vont finir hors des points donc ils espèrent rester en piste, que la track position soit imprenable ou alors qu'il y ait une safety car et du coup bam ils soient premier ou deuxième à la régulière. Finalement, ça n'a pas du tout payé, ils ont fini dernier, mais je considère que là, fallait vraiment tenter. Et les gagnants dans cette histoire, c'est ceux qui ont anticipé le passage aux inters, Latifi, Vettel et Norris. Les perdants, ce sont ceux qui l'ont un petit peu trop attendu, notamment Tsunoda et Ricciardo qui ont perdu 2 places dans le top 10, si je ne m'abuse. Mais voilà, malheureusement, dans ce genre de cas, ce sont les mieux placés qui perdent le plus gros, parce que eux, ils ont des choses à perdre en s'arrêtant, alors que quand t'es 18ème, tente le coup. Et si ça marche, bah t'es un héros. Si ça marche pas, tant pis. Alors que le mec qui est 7ème, abandonner sa place, c'est dur. Bon, par contre, pour ce qui est de la tête de course, là, il n'y a pas d'histoire d'undercut, d'arrêt, de wet, d'intermédiaire. Non, il y a juste Red Bull qui a été beaucoup trop forte. Une fois qu'on est passé sur les inters, la voiture était dans une autre dimension. Un Verstappen en maîtrise totale s'est envolé comme un champion qu'il est, il finit 27 secondes devant les autres. Et on a aussi eu un Pérez qui a été très à l'aise, qui tournait dans les mêmes temps que lui, c'est pour ça que je parle de la Red Bull et pas forcément que de Max. Il a fondu sur Leclerc, qui faisait finalement lui des temps qui semblaient mauvais, mais au final c'était les mêmes que les autres pilotes, c'est juste que la Red Bull était folle. La troisième place, elle s'est jouée dans la dernière chicane du dernier tour. Sous pression depuis déjà 10 minutes, le Monégasque il a tiré tout droit, il est ressorti devant, il a bloqué, il a pris une pénalité et il est repassé 3ème du coup. Personnellement, je trouve que c'est la bonne décision. Il a tiré un avantage du fait de couper la chicane. C'est grâce à ça qu'il ressort devant Pérez. Il a perdu moins de temps que prévu. Ouais, pénalité. Et vu qu'on n'a pas pu lui demander de redonner la position parce que ça venait juste d'arriver avant la ligne, la pénalité se transforme en 5 secondes, comme c'est écrit dans le règlement. Cette fois, on est bon.
En plus, ça a été décidé ultra rapidement avant le podium. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on demandait le week-end dernier. Mais du coup, ça rend le scénario de Singapour encore plus frustrant et injuste. Encore une jurisprudence qu'on jette à la poubelle, et on a vu en l'espace d'une semaine la réelle conséquence du fait de ne pas respecter ton règlement. Tu crées des disparités, des injustices, des inégalités. Voilà, Ferrari, j'ai vu la réaction de Binotto, pour moi il y a pénalité, mais il a raison de râler, parce que dans les faits, la FIA, elle dit vert un jour, puis rouge l'autre jour. C'est trop bizarre. Et puis que dire de cette magnifique fin de course avec ce drapeau agité, tout simplement au mauvais tour. La FIA ne connaît pas sa règle pour le moment où s'arrête sa course. Normalement, quand le chrono il arrive à 0, le leader doit repasser sur la ligne et là il entre dans le dernier tour. C'est pas ce qui a été fait. Voilà, Max il a passé la ligne à 0, on a dit c'est fini, pas de dernier tour. Alors, à moins que la règle soit différente quand on va au bout des 3 heures par rapport à quand on va au bout des 2 heures, ce que je trouverais absurde, eh bien il y a vraiment eu une erreur à ce niveau-là. Mais bon, du moment que le drapeau il est agité, ça fait foi, ça fait office de décompte final, et on prend le moment où tout le monde est passé au drapeau. Ça c'est logique, mais c'est fou d'arriver à ne pas savoir à quel moment finit ta course, alors que tu sais que ça va se finir au chrono depuis facile 2 heures. Donc tu avais le temps d'anticiper, et normalement tu dois connaître la règle. En plus, c'est arrivé à Singapour il y a 7 jours. Tout est son contraire en l'espace d'une semaine. Et sinon, pour la dernière polémique du week-end, oui, Max Verstappen est bel et bien champion du monde, il n'y a pas de débat. Sur le direct, j'ai longtemps cru qu'on attribuerait seulement une partie des points parce qu'on n'avait pas couvert au moins 75% de la course. Mais en fait, c'est bon, on peut attribuer tous les points parce que la course a pu reprendre, elle n'a pas été stoppée et jamais reprise. Et c'est ça qui fait qu'on accorde des points. Voilà, vous avez l'article complet du règlement sur ce sujet sous les yeux. C'est peut-être un peu bizarre, ça veut dire qu'on du coup on peut faire que 3 tours à la fin et donner tous les points, alors que parfois on peut faire 74% des tours, s'arrêter, jamais reprendre et du coup donner pas tous les points. C'est bizarre, mais c'est réglementaire, donc pas de problème, Max est bien champion dès aujourd'hui. En vrai, c'est juste dommage et un petit peu dégueulasse pour Max, parce que les moments où on est champion, c'est des moments de joie intense. Même si là, il n'y avait pas un suspense fou et que ça change rien qu'il l'ait aujourd'hui ou dans 2 semaines, bah voilà, on aurait eu une radio émouvante, des cris de joie, un petit logo, un tour de décélération, une célébration en sortant de la voiture. Là, on l'interview, puis après on lui fait « Ah, au fait, reviens là, t'es champion. Bien joué, Max. » C'est con parce que là, pour le coup, le règlement, il est super bien appliqué. Fallait bel et bien attribuer tous les points. Mais la forme, elle est cata. On n'a rien compris et ça a gâché ce qui devait être le climax de la saison au niveau émotion. Pauvre Max, pauvre Max. Allez, j'évoque quand même rapidement les autres pilotes parce qu'il s'est passé plein de choses au final dans ces quelques 28 tours. D'abord, Esteban Ocon, P4, splendide, une qualif magnifique avec un tour de Q3 quasi parfait, une track position défendue face à Hamilton tout du long sans erreur dans la cour des grands en utilisant bien la pointe de vitesse, exceptionnel. On en revient au fait qu'il est le parfait pilote d'équipe. Comme d'hab, c'est un régal. Alonso, lui, il en a laissé un petit peu dans son dernier tour de qualif. Du coup, il est qualifié seulement 7ème et du coup, il est un peu dans la mauvaise track position. Du coup, il doit s'arrêter en 2ème au moment du passage intermédiaire. Du coup, il recule encore un peu. Du coup, il doit batailler. Ouais, il s'est coincé dans un mauvais timing. Et c'est dommage parce qu'il avait un rythme de fou. Il est remonté, il a refait un arrêt, il a redoublé tout le monde. Il finit qu'à 11 millième de Vettel. Au final, je trouve qu'Alpine n'a pas fait d'erreur avec sa stratégie. Il ne pouvait pas faire autrement. Et au final, le fait de s'être arrêté une 2e fois ne lui coûte pas de points. Donc j'ai trouvé sa réaction un petit peu abusive à la radio. Mais bon, dans la chaleur d'un moment comme celui-ci, on peut le comprendre. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'Alpine fait une opération monstrueuse face à McLaren. 18 points à 1, parce que les papas, ils ont un peu dégringolé. Norris sous la pluie n'a pas fait un top Grand Prix. Ricciardo s'est fait avoir par l'undercut. Voilà, donc au final, Alpine récupère la 4e position pour 13 longueurs. Voilà, on va dire que les 2 derniers Grands Prix catastrophes sont un peu réparés. Un mot rapide sur Mercedes, j'ai pas grand chose à dire. Qualif compliqué, mêlé aux Alpines, du coup mauvaise track position, pas assez de vitesse de pointe pour dépasser, on l'a vu avec Lewis Hamilton face à Esteban Ocon. Le pauvre Russell, il est derrière, l'arrêt, il perd du temps, il doit remonter, il fait des magnifiques dépassements. Bon, Mercedes prend ses points et finira 3ème du général, ne pourra pas gagner sans un coup de Trafalgar immense d'ici à la fin de saison. On reste sur du classique. Sinon, Vettel a été magnifique tout le week-end, hormis au premier virage du premier départ.
Il passe en Q3, il a le sourire aux lèvres, on sent qu'il s'éclate. Le départ, il est exceptionnel, jusqu'à ce qu'il tourne dans Alonso. Le choix des intermédiaires, c'est ce qui fait tourner la course. Il y a 8 points à l'arrivée, ouais, énorme. Et du coup, Aston Martin n'est plus qu'à 7 points d'Alfa Romeo pour la 6e position. On se demandait le week-end dernier si c'était faisable. Maintenant, j'ai envie de dire que oui, il y a même 90% de chances que ça se fasse. Et puis, n'oublions pas Nicolas Latifi, qui a marqué aujourd'hui les premiers points de sa saison. 9e, incroyable. Alors en vrai, tout se joue sur la décision de mettre les intermédiaires en premier, comme pour Vettel au final, et ça, c'est grâce au fait qu'il traînait dans les dernières positions. Après, il a tenu cet undercut, aidé par le fait que la pluie tasse les rythmes et qu'il a une super vitesse de pointe, mais bien joué, il n'a pas lâché mentalement, malgré le fait qu'il soit tout le temps dernier et qu'il ait été viré pour la saison prochaine. Il ne finira pas Fanny, c'est cool parce que le gars, en tant qu'humain, ne mérite pas ça. Je suis à 2 doigts de raccrocher sa photo dans le décor. Ah oui, sinon, si quelqu'un a vu les Alfa Romeo en piste ce week-end, j'aimerais bien qu'il m'appelle parce que ces voitures sont de plus en plus transparentes. Elles ne jouent le top 10 à absolument aucune occasion. Je crois qu'il n'y a eu qu'un point marqué lors des 9 derniers Grands Prix. Ils vont bientôt passer 7e du général. Ouais, c'est absolument catastrophique la 2e partie de saison d'Alfa Romeo. Et on n'oublie pas As non plus. Mick a mené un tour, Magnussen a fait 2 beaux dépassements. Mais voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir du week-end. La voiture, elle continue de dégringoler. Les points, ils sont pas là. Ils finiront 9e. Ouais, c'est de plus en plus aux fraises. Allez, pour conclure ce déprix, je vous affiche mes notes. Attention, gros disclaimer, elles sont très provisoires parce qu'on est encore beaucoup trop à chaud. Et en plus, ce Grand Prix, c'était qu'un demi-Grand Prix. Donc je note quand même parce que j'ai envie que la perf d'Ocon par exemple elle ressorte et que l'erreur de Sainz on la compte aussi dans la globalité de sa saison. Mais voilà, peut-être que je mettrai qu'un coef 1,5. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez vis-à-vis de ce Grand Prix. Et je veux également vos retours, vos notes pour que j'ajuste les miennes à la fois dans les commentaires et à la fois dans le Google Doc. Je vous rappelle que mes notes, c'est pas la vérité absolue et je ne suis pas catégorique, loin de là. L'objectif c'est justement qu'on travaille ensemble pour donner la note la plus proche de la réalité, entre guillemets. Je vous affiche aussi les classements, mais je les commande pas parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. J'ai simplement envie d'exprimer là comme ça en voix off un petit sentiment de tristesse face à l'image que renvoie la Formule 1 aujourd'hui, alors qu'elle est pourtant au sommet de sa popularité. Voilà, on sait plus respecter ou comprendre le règlement, on cafouille dès qu'il faut gérer un peu quelque chose d'important en piste, on fait et on défait des jurisprudences, on abîme le mental des fans et des équipes en manquant de clarté, on crée un climat de tension permanent qui devient imbuvable. Je tweete que Verstappen a fait une erreur, tout le monde me dit que je suis anti-Verstappen et inversement, c'est horrible. Et du coup, le jour d'un sacre mondial, on doit d'abord parler de 5 immenses polémiques. C'est un vrai gâchis parce que sportivement et avec tout ce qui se passe au niveau de l'audience, le produit est fou et trop bien. J'ai mal à ma Formule 1, j'espère qu'on va pouvoir retrouver un semblant d'entente, mais j'ai peur pour l'avenir parce que demain tombe le rapport sur le budget capé qui lui peut vraiment mettre en danger, peut-être pas la F1, mais à minima ses instances. Allez, sur ce, j'ai trop parlé, une nouvelle saison de Formule 1 a trouvé son roi, c'est quand même l'info qu'on va tenter de retenir après cette matinée de grosses galères. Pensez au like et à l'abonnement si c'est pas fait encore à ce stade de la vidéo, je vous remercie de votre soutien et on se quitte avec Enzo Ferrari qui, beau jeu, soulève son chapeau et son journal pour féliciter Maximilian Verstappen. A bientôt.